Voilà. Ok, bonjour à tous. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Beaucoup de gens pensent que je suis le fils d'Alpha ou bien le frère d'Alpha. Souvent, à Abidjan même, les gens me voient, ils m'appellent le fils d'Alpha. Voilà. Je peux vous raconter du soir même. Okay. Un jour, j'étais dans le taxi, je partais à Makori. Okay. À ma grande surprise, les policiers m'ont arrêté. Oui. Ils ont arrêté le taxi. Oui. Il y a un policier qui courait. L'autre a dit, il y a quoi? Il dit non, c'est Jagger qui est dans la voiture là. Quand le gars arrive en face de moi, il m'a regardé. Il dit, excuse-moi. J'ai dit, il y a quel problème? Il dit, non, tu ressembles à Alpha. J'ai dit, merci. La ressemblance est naturelle. Ouais. Comme on nous enseigne souvent que chaque homme a son doublon quelque part. Et parfois, on a la chance de connaître et de découvrir le visage de son doublon, de sa, en tout cas, sosie. Et même le chef de l'État trouve son doublon de l'autre côté à Kindia, qui a d'ailleurs fait... il y a même Ahmed de Paris aussi, il y a les ressemblances, parce que j'ai vu, en tout cas, quelque part, les gens appellent Ahmed de Paris, président de la République. Attention, hein, il ne faut pas coller... Il ne faut pas faire usurpation d'identité. Effectivement, la ressemblance, elle est souvent naturelle, mais à côté de la musique, vous avez un autre métier très noble que vous avez hérité de la famille, c'est la bijouterie. Oui, j'ai fait la bijouterie. Voilà, c'est ça que j'ai appris. Mais comme j'aime la musique là, c'est pas facile à propos de la famille. Mais bon, je continue la bijouterie et puis je fais toujours la musique, quoi. Et on sait souvent que vos familles, ces différentes familles que nous connaissons sont très très religieuses. Est-ce que vous n'avez pas eu vraiment d'achoppement? Vous n'avez pas eu de difficultés avec la famille par rapport à votre carrière musicale? Bon, disons, c'est pas facile. Voilà, franchement, c'est pas facile. Mais ce que je me dis, c'est le destin. Voilà. Moi, j'ai choisi la bijouterie et puis j'ai choisi la musique. C'est pas où j'ai décidé dedans. Ça fait tellement longtemps. Bon, j'essaie d'avancer doucement, quoi. Voilà. Parce que quand tu fais la musique, là, il faut accepter tout. Surtout les critiques, il faut beaucoup accepter. Essayer d'avancer. Ça, c'est dans toutes choses. Voilà, il faut accepter les critiques, il faut avoir le dos large pour pouvoir progresser. Voilà. C'est le secret. C'est le seul secret de l'ascension. Même dans les rastas, les familles se plaignent, les oncles. Bon, ce qui fait qu'il ne peut pas trop m'accuser. Je suis beaucoup religieux. Je ne suis pas dans les trucs dans les travers sociaux. Voilà. Les trucs louches là, ils voient que je ne suis pas dedans. Ici, dans mon coin au travail, ma musique, c'est ce qui rassure un peu, quoi. Sinon, bon, ils sont obligés de voir ça comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Alors, je dirais que malgré tout, vous êtes venu à la musique, mais jusqu'à date, vous n'avez pas encore fait d'album. Oui, je n'ai pas encore fait l'album. Tu sais, la musique, c'est pas facile. Un journaliste a besoin, un chanteur a besoin de quelqu'un pour l'aider. Mais dans la vie, comme on le dit, il faut avoir toujours l'espoir. Comme on dit, chaque chose a un temps. Si le moment n'est pas arrivé, ça ne peut pas se faire. Voilà. Donc j'ai fait des maquettes. Et puis bon, le morceau de Doumbouya, j'ai fait produit fini. D'accord, j'aime bien. J'allais suivre parce que c'était la prochaine question que j'allais vous poser. Étant en Côte d'Ivoire, vous faites la navette entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais vous êtes beaucoup plus en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Et comment vous avez perçu les réalisations effectuées par, en tout cas, le gouvernement sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, ce qui vous a d'ailleurs poussé, quand nous avons eu quand même l'entretien en off, de faire une dédicace pour lui, de dédier une chanson pour lui. Tu vois, bon, dans la vie, il faut reconnaître quelqu'un qui fait de bon travail. En Côte d'Ivoire, la Guinée a vécu beaucoup de choses. La Guinée a vécu beaucoup de choses. On a eu beaucoup de présidents. Moi, quand je suis arrivé, je viens beaucoup à Zéro-Kouré, Massanda, Bela. J'ai fait la navette beaucoup. Mais dans les 2 dernières années, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai compris quelque chose en Guinée. Je donne un exemple, c'est moi. Quand j'arrivais à Bela, je voyais tous les jeunes dans les cafés-bars. Il fait que passer le temps à boire café. Je parlais à faire des ballons, Messi, Cristiano Ronaldo. Mais depuis le projet de Simandou et puis l'autre côté, aujourd'hui dans la cour même de mon grand-père, matin tu arrives dans la cour, tu vois personne. Tous les garçons sont partis au chantier. Ça veut dire qu'il y a du travail. Il y a du travail. D'accord. Donc quand ils viennent le soir, ils n'ont plus le temps. Moi-même j'ai dit... Il faut se reposer. J'ai dit, mais tu vois, mon éveil là, quoi est-ce qu'on peut se réunir? Moi, alhamdulillah. Des Lola jusqu'à Zéro-Kouré, beaucoup sont partis vers là-bas. Donc quand quelqu'un fait un bon travail, même on n'a pas tout, on ne peut pas... Il faut reconnaître. Il faut reconnaître, il faut créer autre fort en reggae. La musique reggae ne tombe pas. Pour que les gens sachent que l'homme qui est là, il est venu pour aider la Guinée. D'accord. Donc on pense que cette forme ou ce genre de musique prospère peu, n'est-ce pas, en Afrique, généralement. Il est très difficile de compter... les grandes stars africaines
qui ont fait du reggae, en dehors de Alpha Blondy, en dehors de Tiken Jah Fakoly, et les Ismaël Jacques et tant d'autres. Ce n'est pas trop, ce n'est pas beaucoup, mais pourquoi, à côté de la mamaya ou de la musique traditionnelle africaine, pure et dure, vous avez préféré, n'est-ce pas, cette forme ou ce genre de musique? Bon, tu sais, le reggae, dans la musique, le reggae, c'est spécial. Le reggae prévoit ce qui devait arriver. Okay. Le reggae n'a rien à voir, c'est pas les morceaux où faut faire, c'est pas comment on dit ça même, bon, à la coup de quelqu'un. Okay. Voilà. N'aime pas chanter, faire l'éloge. Voilà. Mais le reggae parle de la réalité, des souffrances, des souffrances, voilà. Et les choses. Justement, ce qui est bon, le reggae devait parler de ça. C'est réaliste, quoi. C'est voilà. Donc la musique reggae n'a pas, à part le reggae, c'est le rap. Okay. Reggae rap. Mais tout le monde ne peut pas chanter reggae. La musique reggae, tout le monde ne peut pas chanter. D'accord. Voilà. Parce que c'est la musique, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup réfléchir. D'accord. Ah oui, ça demande quand même de la réflexion, de l'information, de l'instruction, parce que les mots que nous employons ne sont pas employés par hasard, ne sont pas employés au hasard. Alors, est-ce qu'on peut applaudir notre Ousmane Kébé sur ce plateau? Voilà. Alors, Kébé, on va donc demander à la réalisation si ce titre dédié au chef de l'État, élu d'ailleurs à l'issue des élections du 28 décembre dernier et qui est investi le samedi 17 janvier 2026 et qui, n'est-ce pas, est en train, une fois encore, de se préparer pour renforcer sa vision sur le terrain, parce que déjà, c'est à cause de cette vision qu'il fut élu, qu'il a donc bénéficié de la confiance populaire aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir. C'est qu'en Guinée, partout, il y a des œuvres qui sont aujourd'hui, des actes qui sont posés dans le cadre du développement de notre pays par, n'est-ce pas, le président Mamadi Doumbouya et son gouvernement, qui, en tout cas, ces actions qui traduisent, bien entendu, sa vision de développement de notre pays. Alors, la réalisation, est-ce qu'on peut proposer ce titre ? On sort de prison. Général Mamadi Doumbouya. On aperçut le bonheur que quand on le perd. Faisons en sorte de préserver Mamadi Doumbouya. Général Mamadi Doumbouya, la Dineka ou les Biwerela. 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 Bimandou Boubilaya, la première dame. Amala Guinée de Ville Victorie. Sénère de Nala, Amara Kamara, ou les Bébarala, ministre secrétaire général. Général Mamadi Doumbouya, la Dineka ou les Biwerela. Général Mamadi Doumbouya, la Dineka ou les Biwerela. Jiba Diakité, Général Mamadi Doumbouya, secrétaire général à la présidence. Dansan Kourouma, Général Mamadi Doumbouya, ministre de la construction. la Dineka ou les Biwerela. Rastafari, Chaman, c'est la Guinée qui gagne. Ningamiri Sraluma, Kanamiri Echangeuma, Mongri Cuisinuma, Simandu 2040. Sampere, Affaires étrangères, Général Aminata Diallo, Colonel Ahmed Tidiane Traoré, Rastafari, Charlie Vin, c'est la Guinée qui gagne. Avec Mamadi Doumbouya. votez, 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 votez. Votez, 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 votez. Cha, 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 cha.
Dumbuya, Mamadou Dumbuya Go, Alale Kadama, Surukre Galou, Kanga Galou, Sigiri Galou, Masanga Galou, Labe Galou, Ambeko Mamadou Dumbuya. Ja Rastafari. La Mungungani Ezendugol, Mamadou Dumbuya Arifi Mo Ingol, Yamabote Mamadou Dumbuya. Votez, 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 votez. Votez, 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 votez. Ça, c'est du feu, en tout cas, dans le cercle culturel des filles de la Guinée, mais c'est une dédicace bien méritée au président de la République, le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, le commandant en chef des forces armées guinéennes, comme vous l'avez compris. C'est bien sûr de l'artiste guinéo-ivoirien, il faut quand même le dire ainsi, parce que là, c'est son pays de résidence, comme vous le savez déjà, Ousmane Kébé, qui passe, en tout cas, qui a donc passé presque toute sa vie là, parce que le papa y résidait, et même si le papa les a également montré le chemin du retour, d'aller à la source, et tous ces enfants font aujourd'hui la navette. Il y a une partie même qui est rentrée s'installer en Guinée, c'est pourquoi il est là. Donc sa contribution par rapport effectivement aux efforts que le président de la République déploie dans le cadre du développement de notre cher pays, la République de Guinée, et c'est ce qui est chanté en tout cas de la plus belle des manières, mais sauf que il y a eu des collaborations. Il y a eu des collaborations dans cette composition musicale qui sont, n'est-ce pas, ces porteurs de voix dans cette musique. Oui, bon. Comme je sais que la Guinée, il y a des pulls, donc il faut que j'essaye de prendre un ami, un petit qui aura bien pour venir mettre sa voix dedans. Tout à fait. Voilà. Donc là, le message, ça ne va pas seulement en Manding. D'accord. Ça va partout. D'accord. Voilà, maintenant la griotte là, bon, perd à son âme. Ah, elle est décédée? Elle est décédée. Son nom? Ami. Bon sang du bon Dieu. Que son âme repose en paix, que le Tout-Puissant c'est ce qui m'a empêché de son âme. trop quoi. D'accord. Avec tous ces trucs là. Bon. Mais qu'est-ce que vous attendez pour clipper ce titre? Parce que je sais quand même que vous aurez un hommage, en tout cas, à l'endroit de cette dame. Mais qu'est-ce que vous attendez pour clipper ce titre? Est-ce que vous avez les moyens? Je sais quand même que vous vous êtes battu beaucoup. Ça a été enregistré où et dans quel studio? C'est Abidjan. C'est Kelly. Ok. C'est des professionnels qui ont mis les mains dedans. D'accord. Comme je t'avais dit, la musique, c'est pas facile. Quand tu es seul, ce sont mes propres moyens même j'ai mis dedans. Wow. Voilà. Ma passion, hein? Voilà. Donc, mais est-ce que vous avez les moyens de clipper vraiment ce titre? Bon, pour le moment, pas encore. D'accord. Mais si on vous en donne les moyens, est-ce que vous allez en faire? Bien sûr, j'allais faire. D'accord. Tout à l'heure, on va passer le message, en tout cas, aux bienfaiteurs, aux personnes qui ont la main sur le cœur, mais également qui aiment le président de la République et qui aiment vraiment la visibilité, qui souhaiteraient la visibilité, effectivement, de ces actions de développement pour le bonheur des Guinéens qui sont d'ailleurs à l'étranger, qui voient vraiment beaucoup de choses à distance et qui les donnent le goût aujourd'hui de rentrer au pays. Monsieur Yansane Yaya 104 est notre invité, un haut cadre du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, responsable service logistique et transport. Avec lui, nous allons parler, nous allons un peu effleurer aujourd'hui ce département à travers l'éducation, d'ailleurs, qui n'est autre que la base du développement aussi. Parce qu'aujourd'hui, le développement dans notre pays, les autorités ne cessent de le rappeler, tout se base autour du capital humain. Cela demande quoi? Le sérieux au niveau de la formation, mais également cette formation des formateurs, mais et aussi les apprenants. Il faut quand même être clair là-dessus. Il y a eu plusieurs réformes depuis 2021 à date. Il y a eu plusieurs réformes qui ont été engagées par les différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère du ministère, j'allais dire l'information, monsieur Fanassou, attention, il ne faut pas nous influencer ici, du ministère de l'éducation, de l'enseignement préuniversitaire. Ces réformes. Aujourd'hui, au moment où
le CNRD prenait le pouvoir, nous étions dans un contexte éducatif extrêmement difficile, pour ne pas dire extrêmement moribond, parce que le niveau de l'élève guinéen, franchement, avait traversé la surface du sol et nous étions déjà dans le trou. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de changements. Mais il est important que ces explications techniques viennent vraiment des techniciens de la boîte que vous êtes. Alors, aujourd'hui, quelles sont vraiment vos remarques par rapport au niveau de l'élève guinéen à travers ces réformes engagées? Est-ce que ces réformes ont payé? Merci beaucoup, Isma, de m'avoir donné encore une autre opportunité pour venir parler de l'éducation de notre pays. C'est un devoir pour moi, en tant qu'enseignant et parent d'élèves. Hier, vous m'avez appelé hier nuit de passer aujourd'hui, de parler un peu de l'éducation guinéenne. Oui. Avec mon calendrier très chargé, je dis il n'y a pas de problème, je viens parce que c'est ma mission. Oui. N'importe quelle heure, je vous ai dit, s'il s'agit de l'éducation guinéenne, appelez-moi. Puisqu'il s'agit de la patrie. Il s'agit de la patrie. Oui. Oui. Et en tant que parent d'élèves, en tant qu'enseignant et cadre actuel au niveau du département, donc je suis tenu obligé de venir satisfaire la population guinéenne, nos parents qui sont à distance, qu'ils chassent réellement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éducation guinéenne. Parce que la communication avant tout. Oui. Sans la communication, je pense qu'on est perdu. Mais avec la communication, à travers ces différentes communications-là, ces sensibilisations aujourd'hui, même les parents qui sont au dernier village aujourd'hui de la Guinée sont au courant de ce qui se passe au niveau de l'éducation guinéenne aujourd'hui. C'est grâce à vous les médias et grâce à la communication parce que vous nous accompagnez. Merci. Si vous me posez la question par rapport aux réformes engagées, on ne peut pas dire que vraiment avant le 5 septembre, il n'y avait pas des acquis. Je sais. Donc je suis venu au département depuis 2012, au cabinet. J'ai arrêté d'enseigner en 2012. Je suis muté maintenant au cabinet d'éducation. De 2012 jusqu'à date, je suis là-bas. Donc je peux dire que je ne peux pas dire que je connais profondément ce département, mais je connais. Vous êtes l'un des disques durs. Oui. Je maîtrise ce département-là un peu. Parce que j'ai servi 7 ministres. C'est mon 7e ministre maintenant depuis mon arrivée. Je suis avec mon 7e ministre. Vous comprenez un peu? Eh bien. Par rapport aux réformes, on peut dire qu'aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamina, on peut frotter les mains aujourd'hui. On peut se féliciter aujourd'hui. Les encadreurs, les enseignants, tous les encadreurs liés au système éducatif, les syndicalistes, les parents, tout le monde. Aujourd'hui, on peut dire que, alhamdoulilah rabbil alamina, aujourd'hui, parce que les enfants, le niveau que nous cherchons aujourd'hui, on a commencé maintenant à voir ces niveaux-là maintenant avec nos enfants aujourd'hui, qui doivent nous représenter. Les enfants-là qui seront les futurs cadres de ce pays aujourd'hui. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, les enfants avec le niveau, on est content, on est satisfait. Et ce n'est pas encore fini. Et on continue, les réformes continuent. Mais tout ça, c'est parce qu'on a un appui. On a un soutien de la part du gouvernement. Le président, je vous ai toujours dit, ma précédente émission ici, la semaine dernière, je vous ai dit, le président, depuis son arrivée au pouvoir le 5 septembre, il a donné la priorité à l'éducation. Évidemment. Je suis témoin. D'abord, il a commencé d'abord à instruire les ministres qui sont succédés au sein du département qui luttaient d'abord contre la corruption. Il a créé une agence au niveau de la présidence, la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. N'est-ce pas? Oui. Les antennes sont au niveau de l'éducation parce que nous sommes représentés à travers le pays. Même le dernier village... À l'image du ministère de l'administration du territoire. Oui. L'administration du territoire, l'éducation, la défense, la santé. C'est nous qui sommes représentés un peu partout. Partout où vous partez, vous verrez ces différents cadres-là quand même à la frontière. Donc aujourd'hui, le président accompagne le système éducatif. Il y a des institutions nationales et internationales aussi qui nous accompagnent dans ce domaine. Juste au moins, c'est pour renforcer la capacité du système éducatif guinéen. Oui, dans le sens même, excusez-moi, dans le sens de la création de l'émulation en milieu éducatif, on a institutionnalisé la Senamsco. Oui, Senamsco, effectivement. C'est pour vous dire que vraiment, tout ça, là, ça encourage. Parce que Senamsco, là, ça donne beaucoup de courage maintenant aux élèves aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'avec ça, ils ont des voyages, ils se déplacent, ça encourage. Tout à fait. Il faut créer la... Ils ont des bourses. Ils ont des bourses. Oui. On octroie des bourses aux méritants pour qu'ils puissent au moins voler et aller dans un autre pays pour visiter et revenir. Ça encourage là aussi à donner le courage aussi aux autres élèves aussi de renforcer maintenant, d'augmenter leur niveau pour qu'eux aussi puissent aussi bénéficier aussi les mêmes bourses. Donc,
Le secret de l'éducation est très simple. Ce n'est pas tellement compliqué. Pour avoir un niveau, même vous qui êtes là, Isma, vous avez des enfants à l'école aujourd'hui. Bien entendu. Si vous voulez maîtriser si vous voulez réellement maîtriser vos enfants, même à la maison, vous avez la méthode de les maîtriser. C'est nous qui abandonnons nos enfants. C'est nous qui les maîtrisons. Si tu veux récupérer ton enfant, c'est facile. L'enfant que tu as mis au monde, vraiment, je pense que si tu prends tous les moyens nécessaires au moins pour que l'enfant là puisse te comprendre, il va te comprendre avant 18 ans. Mais si tu abandonnes ton enfant avant 18 ans, franchement, il va t'abandonner aussi. Effectivement, c'était l'un des problèmes au niveau de l'éducation, oui. La démission parentale. La démission parentale. Alors aujourd'hui, comment et quelle stratégie vraiment le département est en train de mettre en place? Parce que c'est un aspect extrêmement difficile. Nous ne connaissons pas les enfants que nous recevons dans les établissements. On ne peut pas se rendre dans toutes les concessions familiales de chaque enfant. Mais comment vous faites aujourd'hui pour pouvoir sensibiliser ces parents afin qu'ils acceptent de compléter les efforts, n'est-ce pas, des concessions scolaires? Les parents ont compris. La démission parentale, ça existait. Mais aujourd'hui, les parents ont compris. Les parents ont pris maintenant leur propre responsabilité maintenant par rapport à ça. Okay. Pourquoi? On a les APAI qui entre les parents et nous. D'accord. Les APAI fournissent assez d'efforts pour que les parents puissent venir. Ça, c'est un. De deux, en dehors des APAI, tous les responsables d'école, un parent qui vient inscrire ton enfant dans une école, tu laisses ton adresse là-bas. Okay. L'école, c'est un centre de formation, c'est un centre d'apprentissage, c'est un centre d'éducation. Mais l'école n'est pas là pour éduquer ton enfant à ta place. L'école, là, c'est le règlement qui est là. Mais si l'enfant n'a pas une éducation au sein de sa famille, il ne peut pas respecter les règlements de l'école. L'école est stricte. Quand il vient, les règlements sont là. Tu es obligé d'être dans ce règlement-là, obligatoire, parce qu'on est là pour ça. On se conformise par rapport à ça. Oui, pendant une période. Merci. Mais la suite? Le comportement, oui. L'habillement, tout ce qui s'ensuit, ça se trouve là-bas dans le règlement. Mais un enfant qui a déjà une bonne éducation au sein de sa famille, je pense que quand cet enfant arrive à l'école, il va vite accepter d'adopter maintenant le comportement de l'école, parce qu'il a déjà une éducation. Ça, c'est les parents qui nous aident. Okay. Le gouvernement aide les parents à éduquer les enfants, mais l'État ne peut pas éduquer ton enfant à ta place. Okay. Nous, on est là, c'est la formation. Pour l'enfant, l'enfant qui est là, on est là pour qu'il puisse avoir au moins un savoir, pour qu'il puisse au moins se satisfaire demain, les parents et la nation. L'école est là pour qu'il soit utile pour soi, utile pour ses parents, mais également utile pour le pays. La nation, et s'il faut même pour le monde. Donc, nous, notre devoir, c'est un peu ça. D'accord. Donc, par rapport à ce niveau, les dispositions sont déjà prises pour corriger toutes les anomalies, pour ne pas laisser les enfants abandonnés. Les parents qui nous font confiance, ils envoient les enfants. Nous jouons notre rôle parce qu'on est avant tout père de famille. Nous aussi, on a nos propres enfants à l'école. On est encore encadreurs, enseignants encore. Okay. Donc, faisons de notre mieux pour que les enfants là soient dans notre esprit. D'accord. Merci. Mais il y a certains parents aussi qui accusaient le faible niveau de certains enseignants. Bien sûr, oui. Et ces derniers temps, nous avons constaté un peu le dynamisme, n'est-ce pas, du service de la formation continue du personnel enseignant, qui est aujourd'hui dirigé par M. Abdou Gadiri, qui passe souvent dans cette émission. D'accord. Alors, on va vous revenir tout à l'heure pour une autre question, tout à l'heure. Mais retenez que le samedi 24 déjà, qui est donc déjà, nous sommes aux portes d'ailleurs de ce grand événement, parade sur scène, sauf si et seulement si, il va donc se substituer aujourd'hui de son manteau de membre de la structure Amicas Communication pour peut-être poser des questions renouées avec bien sûr ses vieilles habitudes qui est comme chroniqueur, ou nous dire tout simplement comment se prépare ce grand événement. Des choses toutes les deux à la fois. Voilà. Journaliste un jour, journaliste toujours. Chroniqueur un jour, chroniqueur toujours. Mais aujourd'hui, on va bien sûr enlever le manteau de chroniqueur, rester dans le manteau d'invité, des membres, voilà, des communicants, des membres de la structure Amicas Communication qui organise ici l'événement Parade sur scène pour la deuxième fois. Il faut le dire, tu rappelais tout à l'heure ici, c'est la deuxième édition. La première édition, c'était en 2024 et c'était au mois de décembre, le 21 décembre 2024, parce qu'on s'est dit que
regardant ici le contexte culturel guinéen, pourquoi ne pas mettre ici un événement sur place pour promouvoir ici les talents locaux, mettre ici en partenariat bien sûr les talents producteurs, managers, tout ce qui évolue dans le monde artistique guinéen. Et on s'est dit qu'à la fin de chaque année, parce que c'est un événement annuel, on va organiser cet événement ici, mettre à la disposition ici des artistes locaux. Donc du coup, le premier événement, c'est la première édition ici, c'était le 21 décembre 2024 à Nimba Palace. Mais comme on s'est dit c'est chaque 21 décembre de l'année, mais le 21 décembre 2025, c'est tombé dans un contexte électoral ici où il fallait prioriser ici l'intérêt supérieur de la nation par rapport à l'élection présidentielle. On s'est dit donc on va repousser et ramener ça au mois de janvier. Donc la deuxième édition, c'est le 24 janvier 2026, le samedi qui vient juste de cette semaine ici, à l'hôtel Atlantique VO. Et cette année, nous avons 12 clips nominés dans l'événement Parade sur scène dans 3 catégories. Les catégories, c'est comme pour l'année dernière. Il y a la catégorie tradi-moderne qui associe ici la tradition et la modernité dans le domaine de la musique. Et dans cette catégorie, on a des artistes avec leurs clips qui sont nominés comme Sulbanks, comme Azaya, comme Mimi Paya Paya, comme Issa Diabaté et tant d'autres artistes locaux ici à travers ces clips qui passent dans l'émission culte et légendaire Parade les samedis sur la RTZ. Maintenant, il y a l'autre catégorie qu'on a appelée ici tendance, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres artistes qui n'ont pas forcément d'album, qui n'ont pas forcément de grandes structures derrière, justement, mais qui font la tendance sur les réseaux sociaux, qui font la tendance ici avec leurs mélomanes, leurs fans ici. On s'est dit pourquoi pas les offrir ici une plateforme où ils peuvent dédier leurs clips ou dédier leurs chansons pour pouvoir trouver ici des partenaires, des producteurs ou autres personnes qui peuvent les accompagner à faire décoller leur carrière. Donc dans cette catégorie, on a déjà des artistes confirmés. Hein. On mélange le tout parce que Amaza aujourd'hui, qui a chanté Le Goût est mélangé, n'est plus à présenter au public guinéen, artistiquement parlant. Donc Amaza est nominé dans cette catégorie. Il y a Medse également qui est nominé, Marizo avec Doni, il y a Shema également avec Mon Ex qui est nominé dans cette catégorie. Ça, c'est la deuxième catégorie qu'on appelle ici tendance. Il y a la troisième catégorie aussi qui est coup de cœur. Parce que vous savez, dans l'émission Parade qui passe les samedis après le journal, il y a des rubriques justement dans cette émission qu'on appelle coup de cœur aussi du public. Parfois, c'est le public même ou les téléspectateurs de cette émission qui appellent l'animatrice en question pour dire bon, j'aime cet artiste ou bien j'aime ce clip, est-ce que tu ne mets pas ça? Donc on a appelé ça coup de cœur. Voilà, donc coup de cœur, dans cette catégorie, on a Queen Rima qui a été pris RFI Talent l'année dernière, je crois en 2025 aussi, avec son titre Badman. Il y a Abessila aussi, qui est un jeune talentueux aujourd'hui, qui est en train de faire beaucoup de choses dans ce domaine artistique. Donc voilà un peu les catégories cette année également qui vont être mises en scène et où les votes ont déjà commencé à travers la page, bien sûr, Facebook de Parade. J'allais poser la question, comment ça se passe? Les votes ont déjà commencé. Et les votes vont arrêter à partir de quel moment? Parce que c'est le samedi. À partir de samedi 16h, comme ça, les votes vont s'arrêter parce que les membres du jury doivent commencer dès 17h à travailler pour pouvoir ici comptabiliser les voix et puis voilà, regarder du fond en comble parce que les membres du jury aussi, c'est des légendes de la culture guinéenne, c'est pas des personnes novices qu'on a choisies comme la première édition déjà. Donc c'est des gens qui comprennent très bien comment la culture fonctionne, c'est des gens aussi qui critiquent, qui savent critiquer les œuvres d'art. Voilà, donc ce sont des personnes de bonne moralité qu'on a choisies et qui vont travailler dans l'indépendance, dans la transparence, dans la tranquillité, dans la sérénité aussi, et avec leur conscience professionnelle. Donc à partir de samedi à 15h, 16h, les votes vont s'arrêter ici et puis les membres du jury aussi vont rentrer dans la danse pour pouvoir décortiquer tout ça. Mais bien avant, les votes avaient commencé depuis très longtemps parce qu'il faut savoir depuis... Chaque samedi, quand on a lancé, on a lancé à un moment donné. Hein. Justement, le samedi, c'est dans l'émission Parade, il y a un numéro qui défile naturellement en bas de votre petit écran. C'était à travers ce numéro que les gens votaient. Mais au-delà de ça, on s'est dit que comme ça passe chaque samedi, la rediffusion dimanche, pourquoi ne pas mettre sur les réseaux sociaux? Parce que nous savons aujourd'hui, les artistes sont sur les réseaux sociaux, les fans également sont sur les réseaux sociaux. Donc on a créé ici un vote en ligne où les fans venaient pour voter pour leurs clips nominés ou leurs artistes préférés à travers nos différentes plateformes. Donc de ce côté également,
le vote a très bien avancé parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fans qui ont voté pour leurs artistes, parce que ça a permis aux artistes aussi de partager ici la publication, de partager ici l'annonce pour appeler leurs fans à voter pour eux, pour qu'ils puissent remporter le trophée. D'accord. Pour qu'ils puissent remporter le trophée. Mais à la clé, ceux qui seront retenus, qu'est-ce qui est prévu comme récompense? C'est comme pour l'année passée, mais cette année, on a une nouveauté. Ce qui est prévu comme trophée ici, ils vont recevoir d'abord les trophées, naturellement, et puis des satisfecits également, des attestations et une petite enveloppe, quelque part derrière aussi, pour les encourager, parce que c'est ça aussi, parce que souvent, tous les artistes presque que je viens de citer ici, à part Azaya, Sulbanks, Mimi Paya et d'autres talents ici qui sont reconnus, ce sont des artistes qui sont en train d'émerger. Donc, c'est pas facile et nous recevons des artistes ici sur ce plateau et c'est notre nous avons un exemple, il est dans le besoin d'un clip avec nous, donc ce sont des artistes ici qui cherchent quand même à se démerder, c'est pourquoi nous les offrons ici cette plateforme pour les permettre de se faire connaître encore au grand public, pourquoi pas aux producteurs ici. Donc forcément ils auront ici des trophées, ils auront des satisfecits, ils auront quelque chose derrière eux aussi pour les permettre ou pour les encourager, et c'est pas quelque chose de si consistant, mais ça va les permettre quand même de se motiver encore beaucoup plus pour travailler, parce que tout dépendra ici des jurys qui vont quand même... Déjà, ça a commencé parce qu'il y a eu quand même pas mal de communication autour de tous les nominés. Justement. Déjà, une visibilité, franchement, a été donnée à tous les candidats. Oui, ça a été l'un des défis de l'année passée, parce que la première édition, il faut le dire, même si on avait beaucoup communiqué, mais par après, quand on a tiré les leçons ici, il y avait des manquements dans la communication. C'est pourquoi cette année, on a commencé très tôt, et je pense qu'on a largement communiqué sur l'événement, et les artistes aussi nominés ont tous participé. C'est là où il faut saluer ici leur participation. À travers leur plateforme. Justement, même si aujourd'hui ils savent qu'il n'y aura pas forcément, tout le monde ne peut pas gagner, mais quand même ils ont tous participé, ils ont tous communiqué pour nous, ils ont tous appelé leurs fans ici à voter et à participer à l'événement. Ça a été un coup de pouce pour nous, c'est pourquoi aujourd'hui l'événement est reconnu de façon nationale, pourquoi pas internationale aussi, parce qu'il y a des artistes qui vont venir de la sous-région pour accompagner cette deuxième édition de l'événement Parade sur scène. Mais est-ce qu'il y a eu des partenaires qui vous accompagnent? Bon, il y a partenaires, c'est là où le bas blesse un peu, parce que tu le disais tout à l'heure ici, le monde de la culture guinéenne a connu une mutation, une transformation profonde ces 4 dernières années, parce que moi, à ma petite expérience... Dans ma petite expérience avec le journalisme ici, c'était une première de voir en une année 2-3 artistes acquérir ici des voitures de luxe quand même. Sinon à l'époque, les artistes... Pour certains et pour d'autres, des maisons. Justement, voilà. Donc, sinon, et de prise en charge sanitaire. Sanitaire. Une couverture sanitaire. Justement, sinon à l'époque, c'était à la fin de leur carrière qui nous demandait également des SOS, mais depuis un bon moment maintenant, on ne parle plus des SOS pour les artistes. Dès qu'un artiste le secteur malade, est mieux organisé. Justement, dès qu'un artiste est malade ici, et voilà, l'État bondit directement pour résoudre le problème. Dès qu'un artiste ici a quelques soucis, l'État est là à travers le ministère de la Culture ici pour pouvoir accompagner les artistes dans leur carrière, mais dans leur vie personnelle aussi. Parce qu'offrir une maison à un artiste, quand même, c'est l'accompagner ici à... C'est le comble. Hein? Voilà, c'est le comble. Et puis, c'est ce qu'on dit en bon malinké qu'à Soutra. Parce que souvent, vous savez, ici, il y a des artistes, après leur carrière, ils sont encore dans les loyers, tout ça là. Mais du côté sponsor, malheureusement, il y a toujours des réticences, il n'y a pas eu d'accompagnement côté sponsoring, sauf Aguizer et quelques partenaires depuis l'année passée qui sont entre autres Bon PC et Yawi Group. Ça, c'est juste des accompagnements de bouche à oreille, disons comme ça. Mais sinon, il n'y a pas eu de sponsor. C'est ce qui est un peu regrettable, mais nous sommes toujours disponibles à travailler avec les sponsors parce que l'événement, c'est le samedi, donc ils peuvent venir, hein, même le samedi. Est-ce que vous avez été au FODAC? Vous avez été au FODAC? On a déposé des courriers un peu partout, au FODAC, au ministère même, au ministère du tutelle et dans d'autres structures aussi privées ou autres entreprises privées. Le ministère de l'Artisanat, quand même, pouvait sponsoriser parce qu'on pouvait imposer quand même des tenues, par exemple,
aux nominés à cet événement. Justement, le malheur en Guinée, Ismaël, un peu, c'est que les gens n'accompagnent pas les initiatives, ils accompagnent les personnes. Donc, quand on n'aime pas ta tête, ou bien quand on n'a pas ici des bras longs, on n'est pas dans le même cercle. On n'est pas dans le même cercle, dans le même esprit ici, disons comme ça. C'est très difficile aux gens de vous accompagner. Mais si c'est un cercle restreint entre eux, et c'est facile. Mais nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts aussi, parce que quand même, il faut le dire, c'est notre, même si on va dire c'est notre travail de le faire, parce que nous mettons les artistes ici sous la lumière sans rien attendre d'eux, c'est notre travail naturel. Et ces entreprises également, ou toutes ces structures ici qui accompagnent ou bien qui sont censées accompagner, parfois on communique ici pour ces structures sans rien attendre au retour. C'est la maison quand même, c'est la RTZ, c'est la télévision nationale, c'est pour tout le monde. Mais par contre, quand il s'agit d'événements ici organisés par les journalistes de la RTZ, c'est très rare de voir les sponsors ici bondir sur l'événement et puis voilà, pour l'accompagner. Et il faut le dire, c'est pas gratuit. Quand vous participez à la parade sur scène, vous associez votre image, vous avez de la visibilité. Vous allez de la visibilité et l'émission va être diffusée sur la télévision nationale à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, il y a l'annonce qui va passer. On va d'ailleurs faire suivre avec l'annonce, n'est-ce pas, de ce grand événement qui se pointe donc à l'horizon. C'est le 24. Et la dernière question qu'on va vous poser, c'est comment le public va donc participer avant de chavirer de l'autre côté pour parler un peu du sport et de revenir dans le secteur éducatif. En tout cas, qui aura donc la plus grande part du gâteau dans ce numéro de l'émission. Alors, on va donc, avec la réalisation, suivre effectivement ce spot. Parade sur scène, acte 2. Hommage à Feu Papus Fofana. Sous le haut patronage de M. Mfamara Kouyaté, ambassadeur itinérant auprès de la présidence de la République de Guinée, l'émission culte et légendaire Parade fait sa scène. Samedi 24 janvier 2026 à 19h à l'hôtel Atlantic View, vivez cet événement inédit. Clip nominé Azaya, Cercle de Feu, Medse, Fouré, Amaza, Sedi, Abesila, Mandemori, Kunirima, Badman, Mimi Paya Paya, Poto Poto, Djeli Kanté, La Guinée Mousso, Ousmane Paikoum, Gigol, Sol Banks, Maradi, Issa Diabaté, Dunia, Marizo, Doni, Shema, Monex, Paré, Monsieur Cheikh Traoré, PDG Alamaco Corporation International, Marraine, Madame Kone Adel Kamara, chef de cabinet au ministère de l'Information et de la Communication. Présidence d'honneur, Monsieur Ahmed de Paris, président de l'AGD, Madame Sangaré Aminata Bari, PDG Halima Guinée. Au programme, prestations artistiques, remise de trophées, témoignages, artistes invités, la nouvelle génération de Yarumba Sekou Kamara, Ali Sanson des Espoirs de Coronti, Dépotoir, Spike, Djekoria Fanta, Kourimadi, Kefin Doussou, Bolo Kada Kondé, Mama Djelikani, Petit Kanja, Marie-Louise Ouamouno, Makouyaté, Sheba Queen, Foudis Diallo, Malik Fadal, Nampé Sadio en provenance du Mali et toute la crémelle génération. Partenaires, Aguizer, Bon PC, Yaoui, Sex Komar, Ideal Sécurité, Eka Traps, G-Fashion. Participez à Parade sur scène en votant pour votre clip préféré de l'année sur la page Facebook Parade sur scène jusqu'au 22 janvier et par SMS tous les samedis dans l'émission Parade. Attention, accès uniquement sur réservation. Infoline 623 45 61 71. Parade sur scène, la solidarité en culture. Voici donc de retour sur ce plateau. Donc, cette annonce, comme vous le savez déjà, c'est le 24 et on en parlait tout à l'heure avec un des membres de la structure Amicaz Communication, Monsieur Barry Ousmane Tili, grand chroniqueur, journaliste, reporter, présentateur. En tout cas, il en a beaucoup, il a beaucoup de cordes à son arc. On va donc profiter d'ailleurs de l'occasion et dans ce contexte précis, souhaiter joyeux anniversaire, et bien sûr, à la femme de notre collègue responsable logistique de la RTG, responsable logistique équipement, et d'ailleurs c'est son homologue du ministère de l'enseignement préuniversitaire sur ce plateau. Il me fait encore Madame Baldé Né Aminataba. Seulement le patronyme là, bon, j'accepte. J'accepte à cause de son mari. Sinon, les bas sont des Diallo directement.
Mais bon, voilà. Donc, Madame Baldé, née Aminata Ba, qui vit aux États-Unis et précisément New York, une fois encore. Joyeux anniversaire, en tout cas à vous, de la part de votre mari chéri, Monsieur Baldé, ici même à la RTG, au ministère de l'Information et de la Communication. Santé, prospérité, beaucoup de chances et beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, qui seront naturalisés très prochainement, hein, qui deviendront donc des Américains et pourquoi pas des Guinéo-Américains. C'est comme ça se passe. Joyeux anniversaire à vous. Madame Baldé Aminata Ba, une fois encore, merci. Et on va donc aller. La finale a attiré l'attention du monde entier. Il s'est passé des choses inédites. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais par rapport à cette finale, déjà il faut signaler que c'est les deux meilleures équipes qui sont venues en finale. Le Maroc, en tant que pays organisateur qui a connu un parcours extraordinaire sur l'ensemble des matchs joués de la phase de poule à la finale. C'était 6 matchs joués, 5 victoires, un seul match nul, 0 défaite, 9 buts marqués, un seul but encaissé par le Maroc. Et de l'autre côté aussi le Sénégal, bien évidemment qui a joué aussi 6 matchs avec à la clé 5 victoires et un seul match nul, 12 buts marqués, 2 buts encaissés. Donc c'était de l'autre côté la meilleure défense contre la meilleure attaque. Et donc on a vu déjà, dès que cette finale a été annoncée, le Sénégal qui a commencé la compétition du côté d'Agadir devrait rallier automatiquement Rabat pour la finale. Et mais les tensions ont commencé déjà avant la finale parce que les Sénégalais ont eu du mal déjà à rallier Rabat. Au niveau de la gare, ils sont venus, il n'y avait pas de sécurité, ils ont eu du mal à avoir un stade d'entraînement, il n'y a pas eu de conférence de presse par-ci, par-là. Il y a eu beaucoup de problèmes déjà avant cette finale. Donc ça annonçait déjà à quoi on pouvait s'attendre par rapport à cette finale qui était prévue le dimanche 18 janvier 2025. Donc on a vu une finale sous haute tension déjà, parce que les Sénégalais sont venus dans cette rencontre en se disant oui, on a vu quand même durant la compétition, le Maroc en tant que pays hôte avait bénéficié de beaucoup d'avantages côté arbitral. Donc ils se sont dit, si on est en finale contre un pays hôte qui va jouer devant son public avec un avantage côté arbitrage aussi, on venait pour se faire tricher. Donc ils avaient ça déjà en tête psychologiquement, ils étaient préparés à ça. Et ce qui a fait que sur le terrain, à la moindre heure déjà, il y avait la tension. On a vu ce but sénégalais qui a été marqué, l'arbitre n'est pas allé voir la VAR. Oui, mais pour certains observateurs, c'est que l'arbitre avait soufflé la faute avant que le but ne soit marqué. Ce que les gens n'ont pas compris, généralement, ce genre d'action comme ça, là, quand ça se produit, on laisse finir l'action. Quand ça finit maintenant, l'arbitre siffle la faute et il vient voir la VAR. Est-ce que réellement il y avait faute sur le joueur? Mais ce qui n'a pas été fait sur cette action, on va au bout de l'action. Il a déjà sifflé la faute avant que le but soit validé. Donc, il n'est pas revenu. Pour lui, déjà, il y avait faute. Donc, ce qui a un peu révolté l'opinion, c'est le fait de ne pas laisser l'action continuer jusqu'à la fin et maintenant faire recours à la VAR pour voir est-ce qu'il y avait faute ou pas. Vous avez vu sur le penalty déjà, quand il y a eu faute, on a vu le joueur marocain Brahim Diaz qui est venu mettre la pression, qui a crié. Finalement, il est venu pour voir la VAR. Effectivement, il y avait penalty. Donc, s'il n'était pas venu voir la VAR, on n'allait pas voir s'il y avait penalty. On allait continuer. Vous avez vu, donc, selon beaucoup de personnes, il y a eu du 2 poids 2 mesures. Donc, c'est ce qui a irrité les Sénégalais, et même s'ils n'avaient pas raison aussi de quitter le terrain, parce que le règlement l'interdit carrément, aucun joueur n'a le droit de quitter la pelouse sans l'accord de l'arbitre. Donc ils ont quitté le terrain. Est-ce qu'il faut s'attendre à des sanctions? Forcément. De la part de la CAF. De la CAF ou encore de la FIFA qui a de mettre la pression déjà sur la CAF pour revoir tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, déjà cette situation est déjà transportée au niveau de la commission disciplinaire de la CAF qui va statuer cas par cas pour décortiquer est-ce que par-ci il faut sanctionner, par-là il faut sanctionner. Parce que normalement déjà, le règlement de la CAF est très clair. Sur chaque action déjà, il y a un article qui est très clair, qui définit tous les points là. Même le fait de quitter le terrain, partir dans les vestiaires, logiquement, tout joueur qui quitte le terrain, qui va dans les vestiaires... C'est le règlement, tout est réglementé. Sans l'accord de l'arbitre déjà, à son retour déjà, à la moindre des choses, il doit occuper des cartons jaunes. Donc normalement, tous les joueurs qui sont pas dans les vestiaires, là, à leur retour, devaient prendre au moins un carton jaune. Ce qui n'avait pas avantagé le Sénégal, parce que déjà, il y avait 2 joueurs déjà qui avaient carton jaune. Donc s'il y avait un deuxième carton jaune déjà, il serait exclu du terrain. Et ça pouvait finir à 8 contre 11 ou à 7 contre 11. Vous avez vu, donc, il y a eu beaucoup de difficultés aujourd'hui. L'essentiel pour le Sénégal, ils ont la coupe, mais attention, derrière, la commission va statuer sur chaque cas. Et nous savons tous que les Sénégalais sont qualifiés à la Coupe du Monde. Imaginez qu'on sanctionne par exemple chaque joueur 5 à 6 matchs. Ça va se répercuter sur leur parcours à la Coupe du Monde qui va arriver au mois de juin prochain. C'est le banc qui va donc démarrer. Ça va être très compliqué. On va suivre cette action en tout cas de très près pour voir comment ça va se passer. Aujourd'hui,
c'est vrai, du côté du Sénégal, ils ont la coupe, ils sont très contents. Ils ont dit quelque chose dans les sanctions derrière la tête. La tête, c'est il y a vrai, quelque chose qui se cache. Et c'est qui va il y a effectivement des soucis. Ils vont devoir tout ça. D'accord. Alors, on va parler des récompenses tout à l'heure. Mais d'ici là, les examens nationaux, très bientôt, session 2025-2026, comme vous le savez. À date, M. Yansane, Yaya 104, à quel niveau se situent les préparatifs? Bon, les préparatifs des examens nationaux, aujourd'hui... Parce qu'on n'est jamais totalement prêt jusqu'aujourd'hui. Hein. Oui. Vous savez, à l'éducation, on commence à... Les préparatifs des examens nationaux très tôt. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Il y a des cas. Voilà, il y a toujours des anomalies qui viennent d'un moment à l'autre. Donc on commence très tôt les préparatifs des examens nationaux pour pouvoir corriger avant le mois de juin. Parce qu'avant, c'est dans le mois de mai, on commence directement les préparatifs à partir du mois de mai. Dans un mois, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mois de mai, directement juin, c'est les examens qui commencent. Maintenant, depuis l'année dernière, avec des réformes du système éducatif, on a commencé les préparatifs très tôt. D'ici là, on a trouvé que vraiment qu'il n'y avait aucun problème. C'est ce que vous avez constaté l'année dernière, il n'y avait eu aucun problème, aucune anomalie. On a cherché. Donc aujourd'hui, je peux dire que la liste des candidats même est déjà finie. Aujourd'hui, on a déjà pris tous les candidats normaux et les candidats libres aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la plateforme est déjà fermée. On constate qu'il y a quand même des retards, parce que moi j'ai fait le tour quelque part. Il y a le retard dans le dépôt des candidatures, notamment candidatures libres. Oui, candidatures libres. C'est parfois des candidats qui hésitent de poser la candidature, mais parfois ils acceptent de venir, mais ils viennent et ça trouve que la plateforme est fermée. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui vraiment de les récupérer, de ne pas les laisser? Vous savez, on a toujours, au niveau du système éducatif, la communication est parfaite. La communication, elle est là. Dès l'ouverture, c'est pour ça que nous disons souvent. Parce que à chaque inspection régionale, il y a un inspecteur régional de l'éducation, il y a un directeur préfectoral de l'éducation, il y a un directeur même sous-préfectoral même de l'éducation qu'on appelle les DSU, qui sont dans les sous-préfectures. Donc c'est qu'on est représenté un peu partout. Dès l'ouverture, nous allons commencer directement à donner des instructions à nos représentations qui sont à l'intérieur du pays, remonter la liste des candidats normaux et la liste des candidats. Le candidat libre, lui, toi, tu es libre partout où tu veux aller postuler pour être un candidat libre. Là, il n'y a aucun problème. Mais les candidats normaux qui nous intéressent beaucoup, là, il faut que vous soyez dans le temps. Et pour que vous soyez dans ce temps-là, les directeurs, ou bien les directeurs communaux, les directeurs préfectoraux, vous informent directement parce que chaque direction communale, il y a un service d'examen qui est représenté là-bas. La direction générale, c'est ici. Mais il y a le service est représenté. Chaque direction communale ou préfectorale, le service d'examen est représenté, qui gère au moins tous les candidats de cette préfecture et de cette commune. Après aussi, remonte maintenant à l'inspection régionale de l'éducation. À leur tour aussi, remonte maintenant à la direction générale du service d'examen. Donc aujourd'hui, je peux dire que le 15 janvier passé, la plateforme a été fermée pour les candidats. Comme ça a été annoncé officiellement. Comme ça a été annoncé officiellement. Oui. Parce que depuis l'ouverture, on a dit que vraiment, envoyez les listes, la liste des candidats. Donc ceux qui sont là, les listes sont déjà venus. Donc maintenant, par rapport aux retardataires, donc la décision maintenant, ça c'est maintenant aux autorités maintenant de l'éducation maintenant. Non, il y aura la clémence. Ils vont décider maintenant. Il y aura la clémence. Donc c'est les autorités qui vont décider. Il y a des retardataires, il y a des plaintes. Oui. Donc s'ils vont réouvrir encore la plateforme, ça c'est pas moi qui vais le dire ici. Ils vont passer un communiqué pour annoncer. Un communiqué maintenant pour annoncer la réouverture maintenant de la plateforme avec un délai aussi qu'on va donner encore. Ceux qui seront maintenant prêts maintenant vont rester maintenant dans ce délai. Dans le cas contraire maintenant, si on fait maintenant, c'est pour toujours maintenant. D'accord. C'est pour finir. C'est terminé pour l'année. C'est pour terminer, oui. Alors mais le gros souci, il faut quand même reconnaître que la session 2025-2026 a connu quelques entorses dans la poursuite, n'est-ce pas, dans la progression annuelle des programmes. C'est-à-dire, il y a eu la grève, n'est-ce pas, des syndicats de l'enseignant, qui a donc empêché quelques jours, qui a retardé quelques jours les cours dans les concessions scolaires, mais également ça coïncidait avec effectivement les campagnes électorales par rapport aux élections. Et finalement, il y a eu congé anticipé qui a été aussi prolongé pour pouvoir effectivement permettre à chacun de voter dans les conditions normales et d'éviter, n'est-ce pas, que ça ne pagaille, que deux événements ne se retrouvent et qui n'ont pas les mêmes connotations. Alors, à date, qu'en est-il pour pouvoir effectivement mesurer la progression annuelle des programmes?
Est-ce qu'on peut rattraper un peu ces retards-là? Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les mesures qui sont prises? Très bien. Une très belle question, très pertinente. Vous savez, à l'éducation, il y a une direction qu'on appelle Inspection générale de l'éducation. Cette Inspection générale de l'éducation, c'est une grande direction qui veille non seulement sur le programme annuel de l'État, de l'éducation, et encore qui est là aussi pour veiller aussi sur les enseignants aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc les enseignants relèvent de l'Inspection générale de l'éducation. Le programme aussi établi, c'est l'Inspection générale aussi de l'éducation aussi qui veille aussi sur ce programme. Est-ce que le programme que l'État donne, le système éducatif donne, est-ce que les contenus sont enseignés? Les contenus, est-ce que c'est enseigné? Est-ce que ce n'est pas enseigné? C'est jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Ça relève du système de l'Inspection générale de l'éducation. Par rapport à cette perturbation dont vous venez de dire, le système éducatif a toujours les moyens. Chez nous, nous avons toujours les moyens pour que le programme annuel donné, pour que ce programme-là soit enseigné, exécuté à 100%. Le programme du premier jusqu'à la fin de l'année, les élèves qui viennent régulièrement à l'école, ils reçoivent les cours. Parce que le programme prévoit aussi un temps de révision. Un temps de révision, c'est ce que je vous dis, ça prévoit un temps de révision. Aujourd'hui, l'Inspection générale de l'éducation a déjà trouvé une solution. Les décisions sont déjà prises par l'Inspection générale de l'éducation pendant le moment électoral. On a donné un congé anticipé. Après aussi, il y avait la grève aussi qui avait suivi. Une grève d'une semaine quand même. Nous reconnaissons ça. Nous avons un plan B pour que le programme là soit comblé. Pour ne pas que les enfants disent que vraiment, nous, on n'a pas reçu tous nos programmes à la fin de l'année. Ça relève de la compétence de l'Inspection générale de l'éducation. Et là, nous vous rassurons. Moi-même qui suis là, je peux vous rassurer que d'ici la fin de l'année, tout le programme donné par le système éducatif, le programme qui doit être enseigné par les enseignants, les élèves, le programme que les élèves doivent recevoir, ils vont recevoir au moins tous les programmes avant la fin de l'année. Ça, quand même, c'est quelque chose qui est rassuré. C'est ce qui est souhaitable. Et c'est comme ça. Parce que les décisions sont déjà prises par rapport à ça. D'accord. Alors, l'autre question, d'ailleurs, qui est une question très cruciale, très, très épineuse, c'est, n'est-ce pas, l'utilisation des enseignants évoluant dans les écoles privées lors des examens. Donc, ces enseignants qui évoluent dans les écoles privées se plaignent de leur non-utilisation pendant les examens en qualité de surveillants. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même ces réclamations? Est-ce que ces réclamations-là sont prises en compte? Bien sûr. Vous oubliez une seule chose. Enseignement privé et l'enseignement public, les deux la relèvent d'un même département. Il n'y a pas un ministère d'abord pour le moment que c'est ça, le ministère de l'enseignement privé. Il y a une direction nationale de l'enseignement privé. Il y a une direction nationale de l'enseignement privé. Il y a une direction aussi nationale de l'enseignement secondaire. Donc cela veut dire que l'enseignement privé et l'enseignement public relèvent du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est le même programme qu'on donne là-bas. Il n'y a pas de différence. Regardez ce que nous faisons pendant l'examen. Permettez-moi un peu de vous expliquer un peu la nomenclature du système éducatif. Entre un système qu'on appelle le CE, ça c'est géré par la 2CE ou bien la 2PE, c'est-à-dire la direction communale ou bien la direction préfectorale de l'éducation. C'est eux qui gèrent ça. Tout à fait. Ça, c'est communal. Ça, c'est communal. Le BPC, ça, c'est régional. Ça, c'est géré par l'inspection régionale de l'éducation. Les IRE. Les IRE, c'est les IRE qui gèrent ça. Le BAC, qui est national. C'est le service d'examen. Ça, c'est le service d'examen. Ça, c'est le département même qui organise ça, c'est le service d'examen. Non, le service d'examen qui gère tous les examens nationaux. Ça, c'est une direction générale. La supervision. La supervision, effectivement. Donc, par rapport à ces trois différents examens nationaux, après, avant même les examens nationaux, il y a des lettres circulaires qu'on remonte à tous les DPE. Adresser ces lettres-là aussi à des écoles privées et publiques. Remontez la liste des surveillants. C'est comme ça que ça se passe. Remontez-nous la liste de vos surveillants. Parce qu'un directeur communal ne peut pas se déplacer pour aller dans une école. Donnez-moi les surveillants. Mais on vous écrit. Remontez-nous la liste de vos surveillants. Donc, si un surveillant maintenant de cette école privée qui ne retrouve pas maintenant son nom dans la liste de la surveillance, c'est parce que son école n'a pas remonté. On ne peut pas condamner le système éducatif. Ou son école a envoyé un autre nom. Non, peut-être l'école peut envoyer un autre nom. Souvent, les plaintes là dont vous parlez là, que vous venez de dire là, souvent ça nous arrive. Mais c'est déjà structuré. Quand on dit directement que on peut dire un directeur communal qui est là, un directeur préfectoral qui est là. C'est des attributions.
on lui donne ses attributions. On ne peut pas lui retirer ses attributions. Nous, on ne peut pas être au département là-bas. Nous, on choisit les enseignants, on choisit les surveillants à leur place. C'est eux qui sont là. Et à leur tour, ils remontent les informations. Parce que l'ordre vient du département. Écrivez-les, de vous remonter. La liste des surveillants, la liste des correcteurs, tout ce qui s'ensuit par rapport à l'organisation des examens nationaux. C'est comme ça. Pendant la correction, c'est les enseignants en situation de classe de la 6e année qui corrigent les sujets de la 6e année. Parce qu'eux, ils ont passé toute l'année à enseigner. Ils connaissent le programme. Ils peuvent corriger rapidement. On ne peut pas prendre un autre enseignant de l'autre classe là pour venir corriger. L'enseignant qui a enseigné la classe là, c'est lui qui doit corriger. Qui a la main dans la matière, c'est lui qui doit corriger. C'est comme si on arrive aussi au BPC. Les professeurs aussi qui ont enseigné la 10e année, ce sont eux aussi qui viennent aussi pour la correction du BPC. Le bac aussi, c'est la même chose. Donc, c'est structuré comme ça. C'est pour ça que vous voyez que le bac, quand on dit que la correction du bac, le bac est national, vous verrez que tous les correcteurs viennent à travers le pays. Les correcteurs viennent à part de Yomou partout. Ils viennent ici à Conakry. Par profil. Oui. Au lycée 1er mars, là-bas pour la correction. Oui. Vous verrez que là-bas, c'est rempli. Vous verrez que tous les enseignants d'ici et de l'intérieur se retrouvent là-bas pour la correction du bac parce que le bac est national. Si c'est le BPC aussi, tous les enseignants de la région se retrouvent là-bas aussi pour la correction du BPC. Si c'est la 6e année, comme ce que je viens de dire, c'est le chef de région. Donc c'est comme ça. Donc par rapport non-utilisation des enseignants qui se plaignent, soi-disant que du privé là qui se plaignent, que soi-disant que c'est ça, la faute n'est pas au département, peut-être la faute vient de leur école. Il faut qu'ils soient bien informés de cela. Je dis haut et fort qu'ils sachent que réellement que la marginalisation, ce n'est pas nous qui les écartons, mais plutôt c'est leur école qui ne remonte pas la liste. Soit ou bien l'école change leur nom et remonte. Et le 2P qui est, ou bien le 2CR qui est là, il ne peut pas savoir que le nom là vraiment ça vient de quelle école. Il ne peut pas dire que oui. Est-ce que l'enseignant qui enseigne, est-ce que c'est son nom qui est là? Il n'est pas là pour ça. Mais il est là au moins pour valider la liste que les écoles remontent. Lui, il valide directement. Ça, c'est la liste des surveillants. Et parce que ça, c'est une possibilité pour tous les surveillants, pour qu'ils puissent bénéficier de cette prime. Parce que c'est un combat qu'ils ont mené durant toute l'année. Donc, la finale maintenant, là, il faut qu'ils viennent aussi assister. La non-transparence, c'est à la base. Oui. C'est à la base, c'est les écoles. C'est les écoles. Parce qu'il y a quand même de ces responsables d'établissement aussi qui envoient des noms de personnes qui ne relèvent même pas de leur établissement. Voilà. Et ils font des deals autour des primes. Et pour vous aider aussi, si cela aussi est réel, ceux qui disent comme si cela est réel, si un fondateur d'école, ces enseignants, si réellement un fondateur d'école est très très honnête avec ses enseignants, et que ces enseignants ne retrouvent pas leur nom, parmi les surveillants, les correcteurs, lui-même peut venir voir le département. La porte n'est pas fermée. Il peut venir même réclamer. Moi, mon école vraiment n'a pas été retenue. Vous voyez que vraiment... Une école qui est dans les normes. Voilà, une école qui est dans les normes. Parce que même l'organisation des examens nationaux aussi, il y a des écoles aussi qui deviennent des centres d'examen. Il y a des écoles privées, on organise les examens, ils viennent là-bas, comme on les transforme comme des centres d'examen. N'est-ce pas? C'est des écoles qui sont dans les normes. Il y a des responsables qui sont réquisitionnés. Qui sont réquisitionnés là-bas. Effectivement, ils reçoivent directement. On crée un centre d'examen là-bas aussi. C'est pour vous dire que les centres d'examen, ce n'est pas seulement les écoles publiques. Souvent, vous remarquez que vous, les journalistes, à l'approche ou bien pendant les examens nationaux, vous verrez que vraiment, quand vous faites le tour, vous verrez que vraiment, il y a des écoles privées aussi où on tient les examens nationaux là-bas. N'est-ce pas? Tout à fait. C'est pour dire que privé et public, c'est à la charge du système éducatif guinéen. C'est à la charge du système éducatif guinéen. C'est bel et bien de ce cadre sévronné du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Messieurs Yansane, Yaya, 104, il y a des téléspectateurs qui veulent savoir comment participer à ce grand événement le samedi 24 à l'Hôtel Atlantique. Voilà, comment participer, mais tu vas me permettre d'abord de remercier certaines personnes et certains départements, notamment le ministère de l'Information et de la Communication à sa tête, monsieur le ministre Fana Souma, qui nous accompagne depuis la première édition. Son nom passe dans ce numéro de l'émission. Je vais passer réclamer cette facture-là tout de suite. D'accord, Ntafana qui nous accompagne depuis la première édition et cette deuxième édition également. Et aussi son conseiller chargé de mission, Grand Samba Kamis Kamara. Le Zozo Propaganda. Il faut remercier la direction générale de la RTZ aussi, Madame Makeme Bamba, la aussi, bouillante, qui s'est la biggest. Personnellement dans cette deuxième édition. Mes respects, Madame la directrice, et tous les autres travailleurs ici, l'infographie, tout le monde au fait. Tout le monde est impliqué. Ici. Tout le monde est impliqué. Oui, même Ismaël. Oui. Ah bon? Je viens remplacer Madame.
C'est pourquoi je te dis, tout le monde est impliqué. C'est en quelque sorte, c'est un événement hors maison de la RTZ. Ça veut dire c'est pour la RTZ, mais on tient juste derrière la cour ici. Donc, mais le public. Oui, le public également, l'accès ici. Merci à tous ces partenaires. Et pour dire aux partenaires aussi que la porte est grandement ouverte, nous avons une équipe très dynamique. Même si vous venez le samedi à 14h, on peut signer le partenariat et puis vous donner la visibilité qu'il faut dans le contrat qu'on va signer ensemble. Maintenant, pour accéder, c'est soit vous acquittez des petits tickets avec nous avant l'événement, c'est-à-dire avant le samedi, ou bien quand vous arrivez là-bas, vous payez. Donc, il y a des accès ici. Il y a l'accès simple ici qui est à 100 000 francs. Ici et devant l'hôtel là-bas également, ça va être à 100 000 francs. C'est un événement de la RTZ, ce n'est pas des millions. Maintenant, le VIP ici, c'est 150 000 francs. Et puis voilà, buffet offert. Donc ici, voilà l'accès, les conditions pour accéder ces jours à l'hôtel Atlantique. Madame la grande coordinatrice ou PDG de Amicaz, parce que moi j'ai reçu ma carte VIP. D'accord. Mais je vais sélectionner le menu aussi. Oui. Je vais uniquement pour manger. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y aura le manger, il faut le rappeler, la prestation artistique et la distinction ici de la cérémonie, la remise des trophées également. Donc ça va être un événement de taille, un événement franchement qui va donner toute la beauté qu'il faut à la culture guinéenne. Donc tous les téléspectateurs de l'émission Parade et tous les fans de la culture guinéenne sont invités, en l'occurrence même monsieur le ministre, tous ceux qui peuvent effectuer le déplacement. Naturellement, c'est pourquoi j'ai dit tout le monde. Déjà, M. Yansane est invité, tout le département du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ici est invité là-bas parce que quand on parle d'éducation, on parle de la culture, on peut véhiculer les messages ici de l'enseignement à travers la culture également pour amener nos enfants à se concentrer beaucoup plus. Monsieur le ministre Jean-Paul Sedi, il faut remettre l'enveloppe à M. Yansane, il va venir. D'accord. Voilà. Donc merci beaucoup à toi aussi également Ismaël et surtout on compte sur vous, on compte sur tout le monde. Ceux qui veulent acheter les tickets déjà peuvent me contacter personnellement ou bien partir sur la page Facebook de l'émission Parade sur scène, c'est écrit Parade sur scène et puis nous laisser un message ou me contacter sur le 622 42 26 59. Le 622 42 26 59. Parade sur scène, c'est votre événement, donc venez massivement, on va faire la fête ensemble. Ça, c'est le slogan. Alors, Mahmoud, les récompenses par rapport à cette CAN, le Sénégal, c'est la fête depuis déjà le coup de soufflet final. Depuis 2 jours, ça depuis dort pas 2 jours, là-bas. ça dort pas, ça danse, ça boit, ça mange. Lundi même, c'était décrété jour férié chemin payé. Oui. Et hier, on a vu ce peuple en liesse dans les rues de Dakar pour accompagner ces champions d'Afrique qui ont fait le tour de la ville jusqu'au palais présidentiel là-bas où ils ont été accueillis par le président Diomaye Faye. Au niveau de la CAF, déjà, il y a un montant de 32 millions de dollars qui était en jeu. 32 millions de dollars. Reparti comme suit. L'équipe vainqueur a empoché 10 millions de dollars. Et les équipes qui sont venues jusqu'en demi-finale ont eu une enveloppe de 4 millions. Je rappelle que le montant a été un peu rehaussé. Parce que quand on prenait par exemple la Côte d'Ivoire qui a gagné la dernière CAN chez elle, avait eu 7 millions de dollars. Donc cette année, ça a un peu augmenté. Voilà, le Sénégal a eu 10 millions. Les demi-finalistes ont eu un montant de 2,5 millions de dollars aussi. Et puis quart de finale, c'est 1,3 millions de dollars. Et puis huitième de finale, c'est 800 000 dollars. Et puis les phases de poule, 500 000 dollars. Maintenant, les équipes qui ont fait la campagne, dont la Guinée, ils avaient déjà empoché une enveloppe de 350 000 dollars. Donc voici un peu la répartition de la cagnotte au niveau de la CAF. Maintenant au Sénégal, ils ont été récompensés par le gouvernement. Récompensés par l'État hier pour l'effort qu'ils ont eu à faire. Et chaque joueur a eu un montant de 75 millions de francs CFA, plus un domaine allant de 1500 mètres carrés. Donc vous avez vu, et puis c'est tout l'encadrement des joueurs, l'encadrement des membres de la fédération, même les cadres du ministère qui ont accompagné à cette campagne du Sénégal qui était du côté du Maroc. Chacun d'entre lui a eu quand même cette récompense, soit une enveloppe et un terrain. C'est très important. Vous avez vu un peu combien de fois le football peut rassembler tout un peuple. Si vous avez vu un peu hier cette cérémonie
Ça fait oublier momentanément des petits soucis dans le pays. Tout ce qui est comme problème, on oublie au moins pendant 2-3 jours, on est en train de faire la fête dans le pays. Tout le monde est là avec un seul slogan, le lion de la Teranga. Et voilà, ça a été une véritable fête. Cette question, elle est fortuite, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc nourrit des regrets? Mais bien sûr, bien sûr. Le Maroc qui, depuis la création de la CAN, n'a remporté qu'une seule édition, ça aussi c'était en 1976. Oui. Donc le Maroc qui attendait ce trophée depuis 50 ans et a mis. Et ça aussi c'était face à la Guinée. Voilà, face à la Guinée, c'est vrai. Et ça aussi c'était une CAN sur point. Oui. Et donc depuis ça, le Maroc a toujours trébuché dans les compétitions. Donc là, ils ont mis le paquet, ils ont joué chez eux, ils ont misé tout pour avoir cette CAN-là. Oui. Et ils sont venus à la finale par tous les moyens et par toutes les manières aussi, parce qu'on a vu des arbitrages qui les ont favorisés dans cette compétition. Donc à la finale, ils ont rencontré quand même une équipe mentalement qui était véritablement très forte. Parce qu'au Sénégal, entre 2019 et 2025, c'est 4 finales et 3 finales disputées. Oui. Et donc 2 remportées. Mais c'était prévisible. Donc c'est une équipe véritablement expérimentée, avec un joueur Sadio Mané qui a été le véritable patron de cette équipe. Locomotive. Qui a été élu meilleur joueur de la compétition, qui est amplement mérité. En tout cas, chapeau à ces Lions de la Teranga. Alors globalement, le bilan de cette CAN, le bilan, de cette 35e édition. Le bilan, il est satisfaisant. On a vu quand même dans cette CAN, toutes les stars ont répondu présent à travers leur talent. Vous prenez le Nigeria qui a des stars comme Ademola Lookman, comme Osimhen qui ont répondu présent. Le Maroc avec le meilleur joueur africain, voilà, Achraf Hakimi, et puis le jeune talentueux qui a raté le penalty là, et Ibrahim Diaz, qui quand même est le meilleur buteur de la compétition, voilà, qui malheureusement a raté ce penalty au moment où il ne fallait pas. Oui. Et voilà, côté sénégalais donc aussi. Le destin était déjà tracé. Parce que s'il n'était pas sur cette finale-là, je me demande qu'est-ce qui allait se passer. Parce que quand les gens sont rentrés dans les vestiaires, c'est le seul joueur qui est resté sur le terrain. Il a été rationnel. Il est venu demander, il a consulté. Il est venu prendre consigne à l'expérimentier Claude Leroy. Il dit, Claude, à ta place, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit, il faut venir jouer. Et puis la réalisation a passé un peu. Il dit, venez jouer. Après, l'une des stars au Sénégal, le joueur le plus populaire au Sénégal, c'est Diouf. Il est venu aussi demander à Diouf, à ta place, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, rappelle-les, venez jouer. Nyang aussi, même chose. Il dit, on va jouer. Il dit, venez, on va jouer comme des guerriers, comme des soldats. Comme il a appelé ses amis. Voilà. Ils sont venus, ils ont vu le maillot. Merci, en tout cas, ça a été une réussite sur le plan infrastructurel. Il y a eu quand même des stades, franchement, je ne sais pas. Non, mais c'est le premier, Ismaël. La CAF autorise 6 stades de compétition. Le Maroc est parti jusqu'à 9 stades. Dans toutes les grandes villes, il y avait un stade. Et il ne reste qu'à Rabat, il y avait 4 stades modernes à Rabat, dont un stade de 68 places, le stade de 68 places, et Prince Boulaye Abdallah, un stade qui a accueilli le match d'ouverture et la grande finale. Donc globalement, ça a été une réussite. Et aussi, côté statistique aussi, cette CAN a été la CAN la plus prolifique en termes de buts. Parce que la CAN de la Côte d'Ivoire, il y avait eu 119 buts marqués. Et du côté du Maroc, c'est 120 buts marqués. Donc c'est le record. Ça, c'est une performance. Et ça veut dire que au fur et à mesure que la CAN progresse, les équipes sont là et prêtes à se performer. Voilà, se performer aussi pour. Très bien. Monsieur Yassane, le mot de la fin. Nous touchons la ligne rouge de cette émission. D'accord. Moi, le mot de la fin, je lance un appel aux enseignants, aux syndicats, à PAE, les parents et l'ensemble des cadres du département. La mission d'enseignant, c'est une mission noble. Ce n'est pas destinée à n'importe qui. Nous qui avons accepté d'être enseignants, franchement qu'on se mette à la tâche pour pouvoir au moins servir notre nation. Parce que notre mission, nous, on n'a pas de prix. Donc c'est tout ce que moi je dis souvent quand je viens dans les émissions, c'est l'appel que je lance, surtout à nos parents, de prendre les responsabilités, comme ils ont déjà commencé à prendre les responsabilités, de continuer à prendre les responsabilités. Les enfants là nous appartiennent, ce sont nos enfants. On les prépare pour nous-mêmes. Donc nous ne pouvons pas laisser nos enfants abandonnés. D'accord. Ça veut dire que nous allons vous prendre comme point focal de l'émission Zénith au département. Et je le dis sous le contrôle du chef des programmes et de madame la directrice générale. Voilà. Parce que souvent on a besoin quand même
d'avoir des informations afin d'informer le public sur tout ce qui se passe aujourd'hui comme réforme et comme engagement au niveau de l'éducation guinéenne et combien de fois l'éducation elle est importante puisque là j'espère que c'est l'épine dorsale, n'est-ce pas, d'une nation, c'est la colonne vertébrale, n'est-ce pas, du développement. Parce que là, c'est le capital humain qui est formé, c'est le capital humain qui est cerné, c'est le capital humain qui est qualifié. Par conséquent, on ne doit pas badiner avec l'éducation et ça demande vraiment l'implication de chacun et de tous. Téli. Oui, rapidement, Ismaël, si tu le permets. Vous savez, souvent, on a mis là-bas 19h. Hein, mais souvent, les gens vont venir en retard et il y a d'autres aussi qui vont venir le jour J. Non, ceux qui viendront en retard, moi je vais manger leur plat. Il n'y a aucun problème. J'irai avec un petit sac. Comme la première édition. Les retardataires, je récupère. Tu n'es pas ainsi là, tu es un camarade. Non, je suis un camarade, mais attention. Attention, je suis un camarade. Mais écoutez, quand les Silla ne viennent pas, il n'y a aucun problème, on ne les calcule pas. On va prendre leur plat, on va récupérer leur plat. C'est pourquoi je suis avec les tickets sur ce plateau. Donc, juste après là, les gens peuvent venir se procurer. Il ne faut pas attendre le jour J. Arriver là-bas maintenant, tu commences à dire ah, tu ne me regardes pas, tu ne me regardes pas, tu ne me suis pas, tu ne m'as pas considéré. Donc, c'est le bon moment. C'est le 622 42 26 59. 622 42 26 59 pour vous procurer. Il y a les tickets VIP, il y a les tickets entrée simple. Venez, on va faire la fête. C'est à Hôtel Atlantic View, ici même à Kipé. C'est pas loin. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, on va clôturer en beauté avec Ousmane Kébé. Voilà, c'est notre artiste invité qu'on va donc faire revenir une autre fois, mais qui est à la quête, effectivement, d'un producteur et pourquoi pas d'un soutien pour clipper vraiment cette chanson. Je préfère que vous reveniez et que vous clôturez cette émission par cette chanson que vous avez dédicacée au président de la République. Je préfère ça, on va garder le reste pour une autre émission, mais sachez tout simplement que le plaisir a été pour toute l'équipe, mesdames et messieurs, et ma téléspectateurs, de vous servir au compte de ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma. Le temps pour nous de vous retrouver demain avec bien sûr d'autres invités, d'autres thématiques, et nous clôturons l'émission avec bien sûr Kébé, artiste guinéen en provenance de la Côte d'Ivoire, qui est venu uniquement assister à l'investiture et accompagner le président. La chanson qu'il a donc dédicacée va donc clôturer cette émission, mesdames et messieurs. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la RTG. Dans un court instant, le journal juste derrière. Kébé, on va donc clôturer avec